Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo de Net+, FMV, Force Motrice Valaisanne, et les banques Raiffeisen du Valais Roman. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, l'après-ski. Tout au long de la saison, avec Sophie, Greg et Johan, nous serons 4 à vous faire revivre les meilleurs moments de l'actualité du ski alpin, en compagnie d'invités et d'athlètes surprises. Vous retrouvez également les meilleurs moments de l'après-ski dès mercredi 13 décembre dans le Nouvelliste, que ce soit dans la version imprimée ou sur le site internet lenouvelliste.ch. Nous allons démarrer l'émission avec le débrief des courses du week-end. Les filles étaient à Saint-Moritz, les garçons à Val d'Isère. Nous serons également en duplex avec Mallory Blanc qui entame sa saison de Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, justement, avec le MAG. Il y a eu des courses à Zinal la semaine dernière. Pour l'évoquer, en plateau, nous avons la chance d'accueillir ce soir Patrice Morisot, ancien entraîneur à Swisski, qui est à présent responsable des événements et des manifestations des remontées mécaniques de Grimen-Zinal. Et il sera notre expert de la soirée. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Et notre invité, le Suisse le plus titré de Coupe du Monde de slalom, Daniel Llull, nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir et bienvenue Daniel. Bonsoir, merci. Vous savez donc tout maintenant. Commençons tout de suite le débrief avec Johan. Naturellement, on va commencer avec Marco Odermatt. Il a signé sa 25e victoire en s'imposant lors du géant de Val d'Isère samedi. Daniel, il t'impressionne ? Ouais, vraiment, je crois que justement, en plus avec 2 manches où il fait des fautes, il gagne quand même avec presque 1 seconde d'avance. C'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire sur les skis. Patrice, comment on explique qu'il y a un tel écart entre Marco et le reste du peloton? On ne l'explique pas vraiment. Je crois qu'il a cette capacité de laisser aller les skis, même dans les moments un petit peu les plus compliqués des manches. Là, il a fait beaucoup de fautes, mais les autres en ont fait encore plus. Et puis lui, quand il fait une faute, il ne freine pratiquement jamais. Donc il est à un niveau exceptionnel. Et maintenant, ces 3 années, il commence comme il avait fini l'année passée, l'année d'avant. Donc c'est du tout grand Marco Odermatt. Et c'est clair qu'on n'aille pas avec tous ces reports, ces voyages. Il y avait un petit doute, est-ce qu'il arrive encore à être autant devant les autres? Et puis il a montré, je pense que c'est vraiment sur cette course, on a déjà un petit peu ce qu'on nous va voir pendant toute la saison en géant avec Marco Odermatt. Pourtant, c'était la phase de Bellewaerde. C'est l'une des phases les plus engagées du circuit. Et pourtant, il ne bouge pas sur ses skis, il est impressionnant. De toute façon, il est encore plus fort dans les parties raides. On l'a bien vu en deuxième manche, il fait une petite faute déjà en première manche. Il fait une faute avant le premier temps intermédiaire, ça lui coûte quand même une bonne demi-seconde. La deuxième, la même chose. Mais dans les parties les plus difficiles, il est pour l'instant imbattable. Et il faut vraiment des fautes énormes pour qu'il ne gagne pas. On le verra d'ailleurs après dans notre analyse technique. Les dames, elles, ont eu des courses à Saint-Moritz. Daniel, as-tu eu le temps de regarder les courses ? Non, j'ai pas eu le temps de regarder les courses ce week-end parce qu'on était occupés soit à s'entraîner, soit à rentrer à la maison. Enfin non, dimanche, elles n'ont pas couru non plus. Non, ce week-end, malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder les courses des filles. Un peu trop chargé. Un peu trop chargé, effectivement, mais Sofia Goggia s'est fait battre par Mikaela Shiffrin en descente. C'était une surprise. 91e victoire pour Mikaela Shiffrin en carrière, c'est impressionnant. Mais en descente, vous savez combien elle a de victoires en descente ? Je crois que c'est la deuxième. Moi, j'en ai peut-être même 3, non ? Ouais. Elle en a 4. C'est très peu. Voilà, c'est très peu. Mais voilà, donc ça pose quand même le contexte. C'est un exploit qu'elle a réalisé, Patrice, en remportant cette descente devant l'ultra favorite Sofia Goggia. Oui, alors elle a gagné cette course. Je pense que Goggia l'a plutôt perdue toute seule, parce qu'elle est à un niveau maintenant en vitesse, je crois. Elle a quand même un petit peu d'avance sur les autres filles. Et puis là, elle a commis une grosse faute à 20 secondes de l'arrivée. Et puis, je pense que l'enseignement, c'est clairement que Shiffrin s'est entraînée cette année en vitesse. Il y a beaucoup d'été et d'automne où elle a fait très peu de vitesse. Et puis, on le voit dans sa
sa manière, sa position de recherche de vitesse, qu'elle a été faire des recherches. Et puis je pense qu'elle a un grand maître à côté d'elle, là, avec personne du Norvégien qui l'est, qui doit quand même pas mal l'aider sur la vitesse. Et puis on n'aura pas besoin d'aller chercher loin cette année la fille qui gagnera le classement général de la Coupe du Monde. Tu prends les paris? Je prends les paris alors, sans aucun problème. On va dire qu'il existe une véritable malédiction sur la Coupe du Monde masculine. Seules 2 épreuves sur 9 ont pu se disputer et fait rare. Un slalom a été annulé ce dimanche à Val d'Isère. Daniel, tu es le premier concerné parce que tu devais être dans le portillon de départ. C'était vraiment impossible à skier sur la face de Bellewaerde? Oui, en tout cas, pour skier dans des conditions qui étaient régulières et plus ou moins en sécurité. En tout cas, moi, je n'ai pas été sur la piste, mais des images que j'ai vues, oui, c'est vraiment impossible de faire un slalom de Coupe du Monde dans ces conditions-là. Oui. C'était quoi exactement ces conditions? C'est la piste qui s'est dégradée? Alors oui, c'était vraiment l'état de la piste, parce qu'ils sont rentrés en fait sur la piste avec les machines le matin vers 5 heures, et puis du coup, en fait, c'est devenu des grosses boulettes et le revêtement, il n'était vraiment pas du tout régulier du haut en bas. Tu en as connu beaucoup des slaloms annulés? Non, pas beaucoup. Quelques-uns quand même dans ma carrière, mais c'est quand même très très rare. Et en général, il en faut beaucoup pour qu'on annule un slalom. Et là, c'était inévitable, hein, comme tu l'as dit. Patrice, de mémoire de coach, de mémoire de consultant, tu as déjà vu un début de saison autant perturbé que celui-ci? Non, jamais. Je crois que c'est vraiment la première année où la météo est aussi capricieuse, mais que ça soit pour le ski de compétition, pour les touristes, nous on est contents. Hein. L'hiver est là, les touristes vont pouvoir venir à Noël, il y aura plein de neige. Par contre, pour la Coupe du Monde, déjà un slalom est éliminé parce que la piste n'est pas assez... annulé parce que la piste n'est pas assez bonne, ça c'est super rare. Donc ça arrive, les slaloms sont annulés quand il y a trop de vent, quand il y a vraiment trop de brouillard. Mais, je sais pas, moi j'étais pas là-bas, donc c'est difficile un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Mettre des machines sur la piste de Coupe du Monde, c'est absolument impensable. Donc on peut faire les abords, la ligne de course n'est jamais touchée, et ça m'étonnerait un petit peu qu'ils aient été dans la ligne de course. Après, ils ont eu de la pluie, ils ont eu de la neige, ça isole. Vous vous êtes entraîné à Arola? Mais ils ont été dans la ligne de course. D'accord, ouais, alors ça c'est quand même une très très grosse faute si c'est le cas. Mais ils sont entraînés à Arola, les entraîneurs sortaient pendant la nuit, à minuit, à 2h, à 4h le matin pour aller lisser, pour que le revêtement ne souffle pas trop. Et ça veut dire que je pense que la piste n'était pas vraiment prête. Il n'y avait pas assez de dureté, pas assez d'épaisseur pour malheureusement pouvoir faire face à cette pluie qui s'est invitée, et puis après le froid qui était quand même pas bien présent. Souvent, la piste a quand même besoin, si on passe avec des machines, c'est assez simple, hein. Il faut minimum 6 heures pour que la piste ait le temps de redurcir. Donc là, ils ne l'ont pas eu, et je pense que c'est une faute qui est un petit peu dommage pour le ski. Puis après, faute professionnelle des organisateurs. J'irai pas jusque-là. Écoute, chacun s'occupe de sa station. Par contre, clairement, la FIS, je crois qu'ils ne vont pas trop se battre maintenant pour essayer de faire tous les slaloms. Il y a vraiment une disparité entre les slaloms et la vitesse. Il y a déjà beaucoup de descentes qui sont annulées. Donc ils se disent, si on en annule un ou deux, ça n'est peut-être pas trop grave parce que ça égalisera un petit peu les champs pour le général de la Coupe du Monde. C'est aussi ton avis? Il y a peut-être un problème d'équité avec ces courses qui ont été annulées. Il y a déjà eu 5 courses de vitesse qui ont été annulées cette saison. Et là, on se réjouit qu'il y ait un slalom en moins au calendrier qui sera très certainement pas replacé. Enfin, moi, je ne me réjouis pas. Non, pas du tout. Mais c'est sûr que disons que Marcus Wallner, le chef de la FIS, il m'en a plus ou moins dit autant, que lui, il était plus ou moins satisfait, disons, que justement, il y a un slalom en moins, ça équilibre un petit peu le calendrier, mais je crois que de toute façon, selon moi, au vu de ce qu'on a vu samedi avec Marco, c'est pas une descente en plus ou en moins, ou un slalom en plus ou en moins qui va faire la différence à la fin de la saison. Et je trouve dommage, surtout, disons, pour les coureurs, pour les organisateurs à Val d'Isère aussi, et puis les spectateurs qui s'étaient déplacés là-bas, disons, je trouve quand même un petit peu regrettable que des gens de la FIS soient satisfaits, disons, qu'une course puisse être annulée. C'est vrai qu'on a rarement vu ça, et puis surtout, ces courses vont être replacées. Il y aura d'ailleurs 5 courses en 5 jours en Italie ce week-end. Patrice, c'est trop pour les athlètes d'en faire autant. On rappelle, 2 descentes, un super G à Val Gardena et 2 géants à Alta Badia. Ouais, c'est clairement trop. C'est clairement trop. Je dirais que la première fois, ça va passer.
Mais après, quand on va commencer à replacer les autres courses, le calendrier est quand même compliqué pour ces athlètes comme Odermatt, comme Marco Schwarz, qui vont tout faire. Et cette année, attention, parce que je crois que Odermatt n'a pas gagné encore le général. Marco Schwarz est très très bon, et tout devant slalom, et tout devant géant. Et s'il y a beaucoup de disciplines de vitesse qui sont annulées, ça va changer un petit peu la donne. Mais clairement, le programme est trop chargé, parce qu'on ne se rend pas bien compte quand même, mais ces athlètes, il y a énormément de voyages. Il faut aussi du temps encore pour s'entraîner. Ces athlètes qui font un peu toutes les disciplines, c'est beaucoup plus difficile que les slalomeurs qui, eux, enchaînent des manches, des piquets, etc. Pour un Marco Schwarz, s'il fait tout le programme là-bas, il n'aura pratiquement aucun temps de récupération, aucun temps pour s'entraîner. Et je me rappelle très bien à Val Gardena, on faisait les descentes, on prenait l'hélicoptère pour aller s'entraîner en slalom, déjà pour les voyages, et ça va faire un programme qui sera, en tout cas, sur la fin décembre et le mois de janvier, qui est absolument gigantesque. On a parlé de Marco Schwarz et de Marco Odermatt, les Marco qui devraient donc jouer le globe de cristal cette saison, mais il y avait également des romans qui étaient en lice ce week-end lors du géant de Val d'Isère. Effectivement, Johan, ce week-end n'a pas souri aux romans, notamment avec l'annulation du slalom de dimanche. Justin Morizier, Loïc Meillard se sont eux exprimés en géant samedi. Patrice, que pouvons-nous dire de leur première manche de samedi? En tout cas, on peut dire clairement que Loïc est en forme. Il est en forme, il a commis un petit peu trop de fautes. Il était en forme déjà, on l'a vu déjà très bien skier à Solden sur le haut avant de perdre un ski. Là, je dirais, il n'est pas à sa place. Il est 6e, il a commis trop d'erreurs. Mais on le trouvera sur le podium sans aucun problème. Justin, c'est un autre problème. Justin se bat en géant, maintenant depuis un certain temps, depuis ses blessures. Il s'est réorienté donc, sur la vitesse. Et puis déjà de se qualifier en première manche, je trouve que c'était déjà un point super positif. Et puis je pense qu'il va en faire peut-être encore un, deux. Et puis après, peut-être que son virage de carrière sera pris définitivement s'il n'arrive pas à rester dans ce top 30, parce que là, il était déjà 30. Je pense qu'il risque de sortir du top 30 sur la prochaine course. Il faudra voir ce qu'il aura comme numéro de dossard. Mais je crois que c'est un moindre mal pour Justin Loïc. Je ne me fais absolument aucun souci que ce soit en géant slalom. Et il sera là. Donc là, les romans sont bons. Puis l'équipe de slalom, on l'a vu à Gourguel. Une très belle. Non, mais vraiment une belle course que tu as fait là-bas. Parce que on te connaît un petit peu. Je crois que ce n'est pas les conditions que tu préfères. Et puis, la course était totalement OK. Et puis, dès que les pistes viendront un peu plus glacées, un petit peu plus difficiles encore, normalement, j'espère. Ça devrait claquer. J'espère. Tu l'as dit, Loïc était en route pour son premier podium. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué juste de faire une ou deux petites fautes de moins. On l'a vu en première manche, il a été très très bon sur certains secteurs. La deuxième manche, lui a moins souri sur une piste. Tout le monde a fait les fautes. Et puis, il en a fait un tout petit peu trop pour être sur le podium ou pour se rapprocher. Donc, Odermatt était absolument une classe en dessus, comme d'habitude en géant. On se rappelle quand même que les victoires autres que Marco, c'est souvent quand il n'était pas là ou ces dernières années. Mais la Loïc sera, je pense, en géant, un des grands contradicteurs de Audi qui est dans un autre monde. En reparlant de Justin, nous avons entendu dire que ce dernier géant à Val d'Isère, que ce géant pouvait être le dernier. Daniel, toi qui le connais bien, t'en sais un peu plus ou pas du tout? Non, je n'en sais pas vraiment plus. Enfin, je ne pense pas que ce sera le dernier. Pour moi, il sera au départ à Alta Badia. On sait que c'est une piste qu'il aime beaucoup là-bas. Et puis, à mon avis, il va peut-être sûrement pas disputer tous les géants cette année, surtout avec le programme qu'on a dit qui était très très chargé. Mais je pense sur certains géants où il y a peut-être un peu plus de vitesse, où c'est peut-être un peu plus facile aussi que la phase de Bellewaerde. À mon avis, il peut encore bien tirer son épingle du jeu. Patrice, pour toi, ce serait une erreur qu'il arrête? Non, avec sa carrière, la direction qu'il est en train de mettre à sa carrière, il y a zéro erreur. Je crois que tous les descendeurs savent qu'il faut faire au moins 50-60% d'entraînement de géant pendant l'été et l'automne pour rester à un niveau technique. Et puis, il prendra la décision qu'il pense la meilleure. Moi,
J'ai absolument aucun souci s'il arrête le géant. J'ai non plus aucun souci s'il le continue. Après, s'il sort des 30, etc., la bagarre pour revenir dans les meilleurs en géant est beaucoup plus compliquée, déjà par rapport à ses blessures, à son âge. Et puis, le programme des descendeurs risque, comme on discutait avant, d'être vraiment bien complet. Et puis, peut-être de faire une impasse sur un ou deux géants lui fera aussi beaucoup de bien. Souffler un peu. Dans cette émission, on parle des cadors, mais également des plus jaunes qui font leur chemin. D'ailleurs, Mallory Blanc a commencé sa saison de la meilleure des manières. Ça tombe bien, Johan passe tout de suite l'appel à Mallory Blanc pour évoquer son début de saison. Salut Mallory Blanc, notre skieuse d'Anzer qui se trouve dans les Grisons alors, c'est ça? Exactement, ouais, c'est le lancement de la Coupe d'Europe, donc on est ici à Saint-Moritz pour 2 épreuves de Super G. Tu étais à Zermatt pour faire ouvreuse de Coupe du Monde. Ce n'était pas le cas le week-end dernier pour les Coupes du Monde de Saint-Moritz. Tu nous expliques pourquoi? Ouais, il y avait un programme qui était différent et puis il y a des nouvelles réglementations que je sais pas exactement, je veux pas dire de bêtises, mais du coup, ouais, on a été sur des courses FIS à Davos pour s'entraîner pour préparer les Coupes d'Europe ici à Saint-Moritz. Bah, d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Hein. Tu as remporté deux courses FIS en Super G. De quoi lancer idéalement la saison. Ouais, c'est ça. C'était juste pour histoire de se mettre un peu en confiance. Mais il y avait beaucoup de jeunes, donc c'était bien de montrer un peu ce que je valais. Mais c'est vrai que non, c'était idéal pour débuter la saison. L'objectif cet hiver pour toi, c'est de franchir un nouveau palier, c'est-à-dire aller chercher des podiums en Coupe d'Europe? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Ce serait super parce que j'ai vu que chaque année, voilà, il y a eu un petit pas, un petit step qui a été franchi. Donc pourquoi pas, ouais, un podium, c'est sûr. Puis il y a bien sûr les championnats du monde junior cette année à Châtel, en France, où là, l'objectif, ce sera de, pourquoi pas, ramener une petite médaille. Carrément l'or. Alors, si c'est une médaille à choix, je prends l'or, ouais, volontiers. Et en plus, si tu deviens championne du monde, on le rappelle, ça t'ouvre les portes de la Coupe du Monde. Tu pourrais participer au final à Svalbard. En parlant de Coupe du Monde, et derrière la tête, est-ce qu'il y a une envie déjà de goûter au cirque blanc cette saison? Oui, bien sûr, je pense que c'est dans la tête de tout athlète et dans les objectifs de tout le monde aussi. Après, bon, je sais qu'il faut franchir les étapes petit à petit, donc ça passe bien sûr par la Coupe d'Europe. Et puis ce qui serait super, ce serait d'avoir une place fixe, donc à long terme, ce serait de finir cette année ou l'année prochaine dans le top 3 de la Coupe d'Europe. Ça, ce serait vraiment le top. Après, je ne me mets pas de pression et puis il faut être là au bon moment, saisir les opportunités. Et puis voilà. On l'a dit, hein, tu as goûté à la Coupe du Monde en étant ouvreuse à Zermatt. Tu as côtoyé des filles comme Lara Berami, comme Michel Guizine. Comment ça s'est passé avec ces stars? Ouais, c'était excellent, elles sont super sympas. Michel Guizine, j'ai eu l'occasion de souper avec elle à table. Ça fait toujours un peu bizarre, mais en même temps, on est là parmi les athlètes, donc on profite du moment, on profite de parler de d'autres choses du ski aussi, parce que c'est comme si on parlait du boulot un souper le soir, donc on évite un peu, enfin, on essaye de parler sur des sujets un peu plus vastes et hyper intéressants. Non, c'était vraiment super, une bonne expérience. Merci beaucoup Mallory Blanc, on te souhaite tout de bon pour cette saison. On va retourner en plateau avec Marine. Il sera encore question de Coupe d'Europe, mais un peu plus près de chez nous. Merci Johan pour ce duplex. On passe maintenant au MAG. Le MAG s'intéresse aujourd'hui à la relève puisque les premières courses de Coupe d'Europe ont eu lieu à Zinal. Patrice, tu es responsable des événements dans la station Aniviard. Comment se sont déroulées ces courses? Elles se sont déroulées, un petit peu comme le début de saison de Coupe du Monde. Donc on a eu 2 géants dames et le premier a été annulé, le deuxième on a pu le faire sans aucun problème. Et puis exactement la même chose pour les hommes, on a fait le géant homme et puis on a dû annuler le super G homme. Chaque fois brouillard ou la neige qui a un petit peu interrompu. Le premier jour chez les dames, on a commencé jusqu'au top 30, il faisait grand beau et puis tout d'un coup on a eu du brouillard et ça a été très très compliqué d'arriver au bout de ces courses. Par contre, les 2 courses, que ce soit le géant dame ou le géant homme, sont déroulées vraiment dans des super conditions. Comme en Coupe du Monde, de nombreuses annulations. Comment vont-ils faire pour replacer ces courses? Les replacent-ils en Coupe d'Europe?
Ils essayent de les replacer. Hein. Bon, pour l'instant, on a eu 6 courses, on en a fait 4. Donc le ratio n'est pas si mauvais que ça. Par contre, l'année passée, on en avait eu 22 et puis on en a fait les 22. Donc maintenant, ce qu'il y a... Coupe d'Europe, faut préciser. Non, avec des courses FIS, c'est le 3e échelon. Donc il y a les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe et le 3e échelon, c'est les courses FIS. Et puis là, par contre, cette semaine, normalement, on aurait eu lundi, mardi, mercredi, jeudi des courses FIS. Et là, on a pris un petit peu d'avance. Donc on leur a dit, venez pas, on ne va pas dépenser d'argent pour rien. Et puis on essaye de les replacer maintenant, peut-être jeudi, vendredi, ou alors après, on va voir avec Swisski, avec la FIS, pour essayer de replacer ces courses un peu plus tard. Mais le calendrier est vraiment copieux en Suisse, mais aussi à l'étranger. Donc souvent, on met un petit peu des dates, et puis si les jeunes font bien assez de courses dans une saison, et ils sont pas loin des 40 courses dans une saison, c'est beaucoup plus que les coureurs de Coupe du Monde. Donc quand on a des annulations en Coupe d'Europe ou en course FIS, c'est un petit peu moins grave. Des Suisses, des Suissesses qui ont participé avec de bons résultats à la clé. Oui, alors chez les filles, clairement, on a un petit souci quand même avec Swisski en regardant de l'extérieur sur la discipline du géant, où à part la Ragout Berami, on a les plus anciennes skieuses qui font un petit peu des résultats, mais la relève qui a un petit peu la peine à pointer le bout de son nez. Et puis là, à Zinal, elles font 4 dans les 6 premières. Il y avait 2 Autrichiennes, elles ne gagnent pas, mais elles font 2 et 3. On a une Stéphanie Grob qui est championne du monde junior. On a derrière, on peut dire, je pense qu'on a de la relève qui a le niveau. Donc il faut avoir un tout petit peu de patience et puis ces filles vont arriver. Donc 4 Suissesses, c'est bon. Puis chez les hommes, je crois que le niveau est tellement dense. En géant aussi, en slalom, c'est sûrement la discipline la plus dense où là, il y a énormément de skieurs qui skient en Coupe d'Europe pour essayer d'aller gratter des points pour se rapprocher des meilleurs en Coupe du Monde. Mais on a vu sur le géant des hommes, il y a 4-5 coureurs qui sont qualifiés en deuxième manche à Val d'Isère, dont un Suisse qui finit 17e. Je vous dis la vérité, j'avais juste entendu son nom et son prénom. Exactement, il fait partie de la relève, donc il est du 3e échelon du cadre C de Swisski, qui finit 17e, un exploit extraordinaire. Et puis les autres Suisses ont aussi été bons. Ils sont passés par la Coupe d'Europe et puis là, ils étaient présents à Val d'Isère. Donc je crois que Swisski travaille bien, travaille dans la continuité. Les entraîneurs sont en place maintenant depuis plusieurs années. Et c'est ce qui fait que cette équipe est vraiment pour l'instant la meilleure du monde. Mais cette année... je pense que ça va être très très difficile de battre les Autrichiens parce que les Autrichiennes sont revenues à un niveau qui n'était pas le leur les 2 dernières années. Et chez les garçons, les Suisses ont le niveau qu'ils doivent avoir, mais je crois qu'il y a un peu plus de monde. Et on l'a vu l'année passée par rapport aux Coupes d'Europe. Vous savez, à la fin de la saison, les 3 meilleurs par discipline ont une place fixe en Coupe du Monde. Chez les filles, on a été chercher aucune place fixe dans toutes les disciplines du ski alpin chez les filles. Contrairement à la saison d'avant. Par contre, chez les garçons, il y en a beaucoup qui ont été chercher des places fixes. Mais ça risque d'être beaucoup plus serré. Et là, malheureusement, je ne suis pas très chauvin et je pense que les Autrichiens ont une petite longueur d'avance sur la Suisse. Encore un pari ce soir. Encore un pari, un deuxième. Non. Et toi, Daniel, Zinal, c'est un endroit où tu apprécies, t'aimes t'entraîner? Oui, après Zinal, c'est presque des fois en guillemets un peu trop facile parce que bon, c'est plutôt pour des bonnes raisons. C'est souvent des pistes qui sont très au soleil. Et nous, en général, souvent les Coupes du Monde, en tout cas, la plupart des courses qu'on a en janvier, c'est dans des pentes nord où du coup on skie plutôt dans l'ombre et ça change quand même, moi je trouve, beaucoup dans l'approche de la course. Et puis Zinal, voilà, le soleil il arrive tôt le matin et aussi même au niveau de la qualité de la neige, même s'il travaille beaucoup avec de l'eau, en fait avec le soleil, les pistes ça sèche très souvent. Donc en fait c'est souvent des neiges relativement faciles, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on peut trouver parfois ailleurs. Mais c'est vraiment un super endroit. Je crois que je compte plus les jours où on s'est entraîné à Zinal dans ma carrière, mais c'est vraiment un très bel endroit pour skier. Ouais. Daniel, on va en profiter pour parler un peu plus longuement de toi. C'est ta 11e saison maintenant, véritable saison sur le front de la Coupe du Monde. Ça rajeunit pas. Tu as toujours autant de plaisir sur les skis? Oui, des jours un peu plus, des jours un peu moins. Mais c'est sûr que j'ai toujours la motivation qui est là. Je dirais, bon, touche du bois cette année, pour l'instant, j'ai mal nulle part. Donc ça m'a vraiment donné un peu plus de plaisir cette année, de ne pas avoir de pépins physiques. Je crois que ça me permet vraiment de me faire plaisir sur les skis. 5e place à Gurgel en ouverture de saison, pour être précis. Allez, pour remettre en perspective pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui suivent moins le slalom, qui ne savent pas comment vous vous entraînez, combien de piquets vous mangez par saison?
Je sais pas, moi je les compte pas. Je crois que c'est peut-être mieux pas de les compter, mais apparemment, en général, un slalomeur, sûrement dans la préparation, je crois qu'on fait environ 10 000 piquets de slalom. Donc on en fait quand même beaucoup. Mais je dirais peut-être aussi que le slalom, c'est la discipline où d'un côté, il peut y avoir le plus de variété. On peut avoir des tracés qui sont à 11 mètres très tournants, ou plutôt des tracés entre 9 et 9 mètres 50, l'écart entre les portes est vraiment dans l'axe. Donc en fait, c'est pour ça qu'à l'entraînement, on essaie vraiment beaucoup de varier. Et il faut faire beaucoup de journées d'entraînement justement pour essayer de travailler un petit peu sur toutes les différentes choses. Je dirais qu'en géant aussi, les tracés ils peuvent être quand même différents, mais si on parle du Super G ou de la descente, alors il y a des Super G qui sont un peu plus tournants que d'autres, mais de manière générale, je crois que les Super G se ressemblent plus entre eux que ce qu'on peut trouver comme différence en slalom. Toi, tu es maintenant le slalomeur de référence hein, dans notre pays. 6 victoires, 15 podiums, c'est un motif de fierté. Oui, mais moi, j'y pense pas trop. Je dirais que je pense, aussi longtemps que je suis actif, on a toujours le regard tourné plutôt vers la prochaine course. C'est sûr que c'est une belle petite accolade, mais moi, je dirais que voilà, l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'aller en chercher plus. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et surtout, avec l'équipe de slalom qu'on a actuellement, je crois que la concurrence, elle est rude. Donc, je me dis plutôt, on fera les comptes en fin de carrière. Surtout, vous tirez la bourre avec Ramon hein, pour le record. Hein. Il a dit qu'il voulait aller te chercher Ouais, il voulait te dépasser. Exactement. Donc voilà, moi, c'est vraiment pas quelque chose auquel je pense trop. Je dirais plutôt justement que c'est certes un peu cliché, mais le regard, il est plutôt tourné sur la prochaine course que ce qui est passé derrière. En gros, il y a plus de fierté d'avoir une cabine à son nom à Kitzbühel alors. Alors, oui, je dirais quand même qu'il y a certaines choses dans le monde du ski. Tous les athlètes, ils rêvent de ça, mais je crois que d'avoir une cabine à Kitzbühel, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Et ça, pour moi, c'est parmi mes plus grands succès, c'est vraiment les 2 victoires à Kitzbühel. Ouais. Il y a ce refrain qui revient chaque année. Alors, le petit globe du slalom, c'est maintenant. Ça ne t'embête pas à chaque fois que les gens te demandent si tu es en mesure d'aller chercher ce classement du slalom? Non, je crois que c'est plutôt un certain compliment de dire justement, ça fait quelques années, entre guillemets, qu'on tourne un petit peu autour, que je ne suis pas loin. Mais moi, je ne vois pas trop ça comme un objectif, je vois plutôt ça comme une conséquence. C'est vraiment, de nouveau, c'est un petit peu un cliché, mais si je fais assez de courses avec des bons résultats cette année, le petit globe, il arrive à la fin. Pour moi, c'est la prendre un petit peu à l'envers de commencer à penser au petit globe avant de penser à la prochaine course. Parce que chaque course où on fait des bons résultats, c'est tout ça de points engrangés vers ce petit globe. Et je crois que c'est vraiment justement essayer de se concentrer sur les choses en fait, sur lesquelles je peux influer. Et ça, c'est ma performance à la prochaine course. Mais c'est les prendre les unes après les autres. C'est très cliché, mais je crois que c'est cliché pour une raison. Et puis c'est comme ça que ça marche. Alors on va demander à notre consultant, hein, du coup. C'est cette année le globe pour Daniel? Alors, je ne sais pas si cette année, mais je pense qu'il signerait tout de suite pour gagner le globe, faire champion olympique et champion du monde. Les athlètes de ce niveau-là, ils tournent autour, il est pas loin. Et puis quand la réussite est 100% de ton côté, ben, peut-être que ça pourra le faire. Mais le niveau, il est exceptionnel quand même. Se rappeler, j'ai été entraîneur des slalomeurs. Hein, les slalomeurs suisses, avant l'arrivée de cette jeune génération, il n'y a pas un coureur qui avait gagné plus de 2 courses. Didier Plachy, je crois qu'il y avait le record. Hein. Oui, il y avait Doumen Giovanoli et puis Pierre Mounsrobigan. Il n'y en avait que 3 qui avaient gagné 2 courses. Donc ils sont déjà l'équipe de slalom est à un tout autre niveau que ce qu'on a connu en Suisse par le passé. Tu as des regrets vis-à-vis des 10 saisons que tu as déjà pu concourir, une course que tu aurais voulu gagner, une fois où tu as enfourché, où tu t'es dit pourquoi? Oui, alors je suis sûr je veux dire, sur une carrière, il y en a quand même beaucoup des déceptions, mais dans l'ensemble, je dirais que j'ai pas trop de regrets parce que je crois que, disons, dans mon attitude, ça a toujours été de donner le maximum, de me lancer à fond, de ne pas calculer. Alors il y a des fois, ça aurait peut-être été un petit peu plus malin de lever un petit peu le pied, mais je crois que
À la fin, en tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'est plutôt les victoires, les 4e, les 5e places ou même des 10e places, c'est pas de ce dont on se rappelle. Et moi, quand je mets les bâtons dans le portillon, c'est pour donner le maximum, pour essayer de prendre tous les risques, si on peut dire ça comme ça. Et puis, alors, il y a des fois où ça passe et c'est magnifique, puis d'autres fois où ça casse. Mais justement, je pense que si j'ai gagné 6 courses, c'est aussi grâce à cette attitude. Donc, à ce niveau-là, en tout cas, je n'ai pas l'intention de changer ça pour les prochaines années. Un petit mot également sur ton implication. Tu es ambassadeur pour Protect Our Winters, qui se veut vraiment pour faire attention au climat, prendre en considération le réchauffement climatique. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les athlètes sont suffisamment entendus maintenant qu'ils prennent la parole face à la FIS? Oui et non, je crois que les choses, ça bouge relativement lentement. Mais après, on ne peut pas tout changer non plus en une saison. Là, je ne me fais pas trop d'illusions. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience qui se fait dans le monde du ski. Et puis, j'espère que... moi, je ne suis pas devenu skieur en Coupe du Monde du jour au lendemain. Ça a quand même pris pas mal d'années. Et je pense que là, c'est aussi... la même chose. Maintenant, on voit que les réflexions commencent à se faire. Il y a peut-être quelques petits changements qui se mettent en place et j'espère que d'ici 10 ou 15 ans, on aura un sport qui sera peut-être un peu plus en adéquation avec la nature. Marine a des petites questions pour toi, je crois. Des questions auxquelles il faut répondre du tac au tac. Avec qui partages-tu la chambre sur le circuit? Ça dépend, mais souvent pour les courses, je suis tout seul. Et plutôt ordonné ou désordonné? Plutôt désordonné. Dehors du côté droite ou du côté gauche du lit? Côté droite. C'est très précis. Ouais. On t'entend souvent parler en français, en allemand, en anglais. Tu parles combien de langues? Alors, j'en parle 4, mais aucune très bien. Tu t'en sors à chaque fois aux interviews. Ça va. Et finalement, combien de temps tu dois encore skier au plus haut niveau? Ça c'est la bonne question. Tant que la santé, les résultats et le plaisir suivent. Je crois qu'il nous reste une dernière question. Il suffisait de le dire. Faute de grammaire. Je crois qu'il nous reste une dernière question, Johan. Effectivement, on a une question pour toi, Daniel, d'une personne que tu connais très bien. Salut Dan, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir ce que c'est ta relation avec l'Autriche, parce que c'est vrai que tu as fait toujours des gros résultats là-bas. On sait que tu aimes l'Autriche et puis tu aimes cet accent autrichien, donc parle-nous un peu de ta relation avec l'Autriche. Alors je vois pas du tout à quoi fait référence Justin, mais j'imagine qu'il parle justement de mes victoires à Kitzbühel ou mes podiums à Schladming. Je crois que l'Autriche, c'est vraiment le pays du ski. Et puis moi, j'ai toujours du plaisir à aller là-bas. Justement, les courses, il y a toujours une grosse ambiance. Et puis, Schladming, disons que c'est aussi la course où les slalomeurs, on se permet de sortir un petit peu après la course. Donc voilà, on profite aussi de faire connaissance un peu de l'après-ski autrichien qui est aussi plutôt sympa. Qui est mieux qu'en Suisse? Non, j'en ai fait des très bons en Suisse aussi. C'est un petit peu différent, je dirais. Et justement, en ce qui concerne les courses à venir, les hommes ont un programme très très dense avec de la vitesse le 14, 15 et 16 décembre à Val Gardena, suivi de 2 géants le 17 et 18 décembre à Alta Badia. Les femmes, quant à elles, continue avec la vitesse avec une descente samedi 16 décembre suivie d'un super G dimanche 17 à Val d'Isère. D'ailleurs, Daniel, Patrice, Johan, vos pronostics? On va commencer peut-être par les géants à Alta Badia. Est-ce que Marco il va signer le doublé? Ouais, pour moi, oui. Pour moi, pour l'instant, il est imbattable. Donc la piste est aussi très difficile. Hein. C'est un tout petit peu moins raide que la face de Bellewaerde, mais c'est une piste qui lui va comme un gant. Donc ça sera le grandissime favori pour les 2 courses. La première victoire en descente pour Marco à Val Gardena? Non, je ne pense pas à Val Gardena. C'est peut-être pas la piste qui lui convient le mieux. Et je pense peut-être qu'à Alta Badia, je ne suis pas sûr qu'il va gagner les 2 courses, parce que justement, il a vraiment un programme de titan avant. Et je ne serais pas étonné si Henrik Kristoffersen il arrive à aller en claquer une là-bas à Alta Badia. Patrice, à quoi s'attendre pour les courses de vitesse à Val d'Isère chez les dames?
Pour moi, clairement, un doublé, donc en Super G et en descente de Sofia Goggia, qui est pour moi, cette année, vraiment un cran dessus dans ses disciplines de vitesse. Très grande favorite. La grande favorite, oui. Il y a un concours qui va être mis en place entre les invités, les consultants, les journalistes. On va juste vous demander le vainqueur de la grande descente samedi de la descente donc de Val Gardena. Daniel. Moi, je vais aller en joker, Vincent Krischmaier. Pour moi, Kildé. Pour moi aussi. Alexander Romot Kildé également pour moi. Vous pouvez également participer chez vous à ce concours, c'est tout simple. Vous vous rendez sur le site internet pronoski.lenouveliste.ch et remportez chaque semaine l'un ou l'autre lot. Merci Aurélie d'avoir joué le jeu et d'avoir pris des risques, enfin plus ou moins. L'émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, dévoilons la musique que tu as choisie, Daniel. Alors, c'est ce que vous m'avez demandé de choisir parmi les musiques autrichiennes que je connais. Hein. Donc voilà. Daniel, pourquoi avoir choisi cette musique ? Alors c'est une des chansons en fait que j'ai découvert quand j'ai été inaugurer ma cabine à Kitzbühel. Il y a eu une petite fête après, mais puis ça c'était une des chansons qu'on a écoutées, enfin qu'ils ont joué. Et puis du coup c'est un très bon souvenir pour moi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Daniel, Patrice, et à très vite sur le plateau d'après-ski. Merci également à toi, Johan, pour Merci cette première de l'après-ski. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h en compagnie de Sophie Cliva et Grégory Cassa qui accueilleront 2 nouveaux invités. D'ici là, profitez des pistes. N'oubliez pas non plus ce samedi la tournée en piste du Nouvelliste à Thion. Et à bientôt dans l'après-ski. Ciao, ciao!